Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Avec sa longue silhouette fine, 1,88 m tout de même, ses cheveux blonds, on pourrait l'imaginer dans les pages d'un magazine de mode. Mais elle, c'est le sel, les embruns dans la figure, la tactique et la compétition qui l'intéressent. Enfin, pas que. Parce qu'en plus d'être une régatière redoutable, elle poursuit de grandes études entre Lausanne, Paris et Lyon. Alors c'est vrai, on associe quasiment toujours son nom à celui de son barreur, Mathis Paco, tant ce duo mixte, depuis 2021, éblouit. Tant le binôme semble s'être parfaitement trouvé et se complète sur ce dériveur de 4,70 m, tant ces deux-là sont bien dans la lignée tricolore de la discipline qui a vu des champions et médaillés olympiques, des champions du monde aussi. Sur le toit du monde, cette pensionnaire du Yacht Club de Cannes l'a été 3 fois, en 4-7 donc, chez les moins de 23 ans, entre 2022 et 2024, avec Matisse. Ils ont été champions d'Europe aussi. Bref, ils rayonnent déjà. Il visait les JO de Paris, mais Camille Lecointre, double médaillé olympique, et Jérémy Mion, champion du monde, seront sélectionnés. Les deux, jeunes, seront partenaires d'entraînement. Ils engrangent de l'expérience dans le monde des grands, et c'est Los Angeles, la nouvelle target. Il y a 11 ans seulement, elle découvrait la voile, en Suisse qui plus est. Elle est aujourd'hui un formidable espoir de médaille pour les prochains Jeux. Ça va vite, et plutôt très bien. Lucie Degène est l'invitée de ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Lucie. Bonjour Hélène. Tout va bien? Tout va très bien. Tu es dans la chaleur marseillaise, c'est ça? C'est ça, tout juste rentrée, du championnat du monde senior là à Gdynia qui s'est fini il y a 3 jours donc de retour sous la chaleur marseillaise. C'est ce que j'allais te dire, le mondial, senior, hein, qui vient donc tout juste de se terminer. Vous finissez 6e avec Mathis, avec quand même, une victoire dans les 2 premières manches. Ça, c'était pas mal, hein, pour commencer. Vous revenez et tu reviens comment de ce mondial? Et ben, on est déjà très heureux. Non, ça a été un mondial, difficile. Enfin, on savait que c'était l'objectif de la saison, ce mondial, en Pologne. On est arrivé prêts. La semaine d'entraînement a été différente de d'habitude puisque moi je me suis fait mal aux pieds. Donc on a très peu navigué la semaine avant le mondial et après une fois que le staff médical et le kiné sont arrivés et qu'ils ont donné le feu vert pour le mondial, je pense que ça nous a donné un coup de boost, supplémentaire et encore plus l'envie et c'est vrai que non, ce mondial s'est très bien déroulé. On avait un objectif de top 6 et voilà, on finit 6e ex aequo donc ravie. Bon, évidemment, on va y revenir à ce mondial. Avant, je vais commencer par ma question rituelle. Lucie, si je te dis, les femmes et la voile, la place des femmes dans ce milieu, qu'est-ce que tu me réponds? Qu'elles ont de plus en plus leur place. Bah, nous, on le voit aujourd'hui dans l'olympisme.
qu'on a 10 séries, on est mixte. Il y a autant de femmes que d'hommes, en olympisme. Après en 4-7, c'est encore plus flagrant parce qu'on fait une discipline mixte. Donc c'est vrai qu'il y avait quand le support est passé en mixte, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont eu un peu d'appréhension, comment ça va se passer et tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que les règles ont un petit peu changé sur le pumping, sur différentes choses, mais du coup, dans le top 10 mondial, aujourd'hui, il y a autant de femmes équipières que d'hommes. Donc, on peut dire qu'on a trouvé, la mixité parfaite, en tout cas en 4,70. Et puis, on voit qu'il y a aussi de plus en plus de portes qui s'ouvrent pour les femmes en course au large. Donc c'est chouette, le sport évolue bien. Et encore, toi, tu dis ça, tu es toute jeune, encore. C'est quelque chose qui a été, marquant même pour toi à quoi, 23-24 ans de voir cette évolution? Ou alors quand on est de cette génération qui est la tienne, finalement, homme-femme, il y avait pas vraiment de débat, il y avait pas vraiment c'était pas un sujet? Heu, Moi, je suis arrivée au bon moment, au bon endroit, donc il y a pas eu de sujet. C'est vrai que, bah, ma rencontre avec Mathis, s'est faite, c'était une opportunité et après il y a pas eu de sujet. Mais aujourd'hui, on voit les jeunes qui montent en 4-7 et on voit qu'il y a quand même plus de mal à trouver des équipières et des filles, dans le haut niveau. Donc des garçons qui frappent, la porte du pôle, il y en a tous les jours, des filles un petit peu moins. Et pourquoi à ton avis? Je sais pas, peut-être qu'elles s'accrochent un petit peu moins que les garçons, peut-être qu'elles ont plus envie de faire des études, honnêtement, je sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, la fédération donne, autant de chance aux filles qu'aux garçons, donc après c'est à nous de saisir, nos chances et les opportunités qu'on nous propose. Et d'aller oser, toquer à la porte du pôle. Exactement. On va revenir, au tout début de l'histoire, la tienne, Lucie. Ça aussi, c'est une question rituelle que j'aime bien poser. Comment ça commence ton histoire d'amour avec, alors d'habitude je dis la mer et la voile. Alors pour toi, je vais dire que la voile parce que cette histoire, ça commence, à Lausanne, non, c'est ça? C'est ça, sur le lac. Alors comment ça commence? Pas si Ça tôt que ça commence non plus. Non, pas si tôt que ça, il y a pas si longtemps que ça. Non, c'est vrai que, bah, moi, j'ai grandi au bord du lac, à Lausanne et j'avais un club de voile à côté de chez moi et en fait, c'est vraiment on s'est motivés avec, 5-6 amis au collège et on se disait: «Mais on est tous les jours au bord du lac, on a qu'une envie, c'est aller faire un tour de bateau» et du coup, on s'est inscrit en laser et ça a commencé comme ça. Au début, c'était vraiment du loisir, loisir et puis au fur et à mesure, mes amis sont partis faire d'autres sports et du coup, je me suis tournée vers la compétition et c'est vrai que j'ai assez vite accroché avec la compétition. Après, mes parents, ont toujours fait de la voile en loisir aussi, donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de vacances, en bateau, donc ça vient pas de nulle part non plus. C'est ce que j'allais te demander effectivement si chez les de Gênes, la voile, c'était un peu une institution. Tu as des frères et sœurs, des parents, Ouais, j'ai un frère et une sœur, un frère qui fait un peu de planche à voile, ma petite sœur qui fait beaucoup de laser aussi, qui adore ça et non, des parents, oui, on fait beaucoup, beaucoup de vacances, sur l'eau donc non, c'est pas venu, ça vient pas de nulle part. ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu as une petite sœur qui fait beaucoup de laser. Ça veut dire qu'en plus d'avoir une grande sœur très, très forte en 4-7, on va peut-être voir débarquer une autre de Gênes dans pas longtemps? Peut-être, je sais elle est un peu moins branchée compétition que moi, mais peut-être. Comment ta famille, elle voit justement ton avènement, aujourd'hui? Au début, ça a été un peu compliqué parce que mes parents aiment beaucoup la voile, mais ils étaient pas trop branchés, sport de haut niveau non plus. Plutôt branchés après le lycée, on va faire des études. Donc non, le début était un peu dur et puis le temps de trouver, aussi un rythme de croisière entre les études et la voile, parce que c'est vrai que moi, j'avais pas du tout envie de lâcher mes études. À aucun moment, j'ai eu envie de lâcher ça et aujourd'hui, ils sont hyper contents pour moi et ça se passe super bien. Alors il y a donc, ce début de la compétition à l'âge de 14 ans. Alors effectivement, finalement, c'était il y a pas si longtemps que ça. C'est pour ça que Non, je dis que ça va vite et que ça va plutôt bien quand même. Qu'est-ce qui va te plaire très vite? je saurais pas dire, en fait, au dé le la compétition m'animait, mais c'était plus, j'allais jusqu'au lycée, c'était surtout de passer des week-ends avec mes amis sur les différents lacs de Suisse
En général, on attendait 80 de la régate et on faisait 2 manches toutes pourries. Mais mais non, au début, c'était vraiment ça et c'est vrai que, bah, l'esprit de compétition est vraiment, vraiment venu, bah, à nos débuts avec Mathis parce que moi, je faisais surtout des compétitions régionales et plus pour le fun et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est la compète à fond et puis j'ai on a aussi augmenté les entraînements et augmenté le travail qui va autour ouais, c'est un peu différent, après vraiment, la rencontre avec Mathis, c'était vraiment une opportunité, moi, je venais de finir mon lycée, j'avais fait un ou 2 entraînements l'hiver d'avant à Cannes parce que nous, il faisait trop froid en Suisse, donc on pouvait pas s'entraîner en Suisse, l'hiver. Donc on descendait de temps en temps à Cannes pour faire du laser et Mathis naviguait en laser aussi à ce moment-là et c'est un Mathis qui entraîneur. pour le coup, lui, faisait beaucoup, beaucoup de compétitions. Ah oui, oui, mais on n'était pas du tout, moi, je faisais de la voile le mercredi après-midi et lui, il en faisait, je sais pas 6 jours par semaine, quoi. On n'était pas du tout dans la même sphère et je sais pas, enfin, on s'entendait bien, mais on se connaissait pas plus que ça et c'est, 3-4 mois après où du coup un entraîneur nous a mis en relation et il m'a appelé et il me dit, «Ouais, Mathis, bon, il arrête le laser parce qu'il est un peu au bout de son projet et il veut faire du 4-7. Est-ce que ça t'intéresse?» Et moi, j'étais pas du tout dessus, quoi. Moi, j'avais postulé pour rentrer à l'université en Suisse, enfin rien à voir, quoi et je comptais mettre un peu en pause la voile et du coup enfin, j'avais même jamais pensé au haut niveau à ce moment-là et du coup, on se retrouve à un stage mixité à La Rochelle où on fait un peu tous les supports et moi, j'étais complètement perdue dans ce système. Je savais pas ce que c'était un pôle France, je savais pas ce que c'était l'équipe de France, donc voilà et puis au final, ça se passe super bien avec Mathis donc je me dis: «Bon, bah, on se lance». Donc la première année, c'était un peu dur, parce que moi, je faisais des allers-retours depuis la Suisse. On s'entraînait jeudi, vendredi, samedi, dimanche avec Bilou et les autres jeunes, au pôle. Alors Bilou, je précise, hein, pour nos auditeurs, c'est, Jean-Philippe Coin, c'est lui justement qui vous met en relation avec Mathis. Exactement, il nous prend un peu sous son aile et puis on a un peu de chance, dans nos débuts, c'est qu'il y a le covid qui tombe à ce moment-là. Donc le covid fait qu'on est coincé en France, donc on peut s'entraîner un peu plus. Et c'est aussi un moment où on n'a aucun partenaire, donc on n'a pas non plus les fonds pour bouger et donc on passe pas mal d'heures sur l'eau, la première année, enfin dès qu'on peut, une fois qu'on est déconfinés et après ça s'enchaîne en fait assez vite parce on a le premier mondial junior en 2021 où du coup on arrive, 1re compétition ensemble, enfin c'était ouais, aucune ambition particulière, Toi, ça faisait 3 ans en gros que tu faisais du 4-7 quoi? Et lui aussi finalement? bah, pendant la première compétition, ça faisait Ouais, même pas, ça faisait 1 an qu'on faisait du 4-7 ensemble. Moins d'1 an. OK. Moins d'1 an, mais entre-temps, enfin, moi, j'étais jamais montée au trapèze de ma vie. Le prem le 1er Ça entraînement paraît en 4-7. improbable, hein, quand tu dis ça, parce qu'on sait qu'en plus ce 1er mondial, il va plutôt bien se passer. Ah oui, oui, le 1er entraînement qu'on a fait dans la baie de Marseille, là, on a fait le tour du Frio, là, avec Bilot et je me souviens, il y avait 25 nœuds, il nous dit, on monte en haut de l'île et il nous dit: «Bon, bah, là, faut envoyer le spi» et on se regarde avec Mathis, on fait: «Mais on a aucune idée de comment ils montent le spi». Enfin, ouais, c'était donc il y a eu pas mal de travail. Il y a eu pas mal de travail et après donc on arrive à ce mondial, bon, un peu comme des fleurs, hein, il y avait l'équipe de France junior qui était là, voilà, on savait que nous on allait plutôt bien dans le vent, c'était nos conditions et puis tout le monde nous avait dit: «De toute façon San Remo, l'Italie, il y aura pas de vent». Donc on était en mode: «Bon, bah, on fait avec» et le mondial se déroule, avec un peu de vent et plutôt bien et donc là, le dernier jour, on peut jouer le podium donc on était un peu sous le choc, mais comme toute la fédération. En fait, personne s'y attendait, mais nous non plus. Et du coup, on fait cette 3e place, déjà 1re medal race, enfin, c'était fou et on fait cette 3e place, du coup, qui nous assure, de rentrer directement en équipe de France jeune, donc on passe de rien à tout. Donc c'était assez fou et depuis, ouais, l'histoire s'est enchaînée et bien même. Faut y en passer derrière. On va revenir sur tout ça. Moi, j'aimerais que tu nous racontes justement, cet apprentissage aussi au-delà du support, bien sûr, mais l'apprentissage qu'il y a eu aussi, pour vous connaître, Mathis, et toi. Parce qu'effectivement quand
on va en parler après, puis on l'a un peu dit, vos résultats vont être, éblouissants, chez les juniors, là, pendant les années qui vont suivre. Mais comment vous avez appris à vous connaître tous les 2? Comment vous avez appris à fonctionner tous les 2? Ça s'est fait au fur et à mesure, je dirais. Bah, au début, on met 2 inconnus sur un bateau, Ah! Ouais. donc déjà bonjour. Et non, bah, après on passe tellement de temps ensemble qu'on apprend à se connaître et en fait ça clique direct. On est devenus directement super potes avec Mathis. C'est qu'on pouvait passer des jours et des jours ensemble, on s'entendait super bien, on a les mêmes valeurs et puis après Mathis moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il a été super, super patient avec moi. Il m'a tout appris, tactiquement, même, enfin, en fait, il en savait tellement plus que moi qu'il fallait qu'il prenne le temps et il a pris le temps et il y en a beaucoup qui auraient pas été aussi patients et voilà, aujourd'hui, on se connaît par cœur. Enfin, après on a tellem on a passé beaucoup, beaucoup de jours ensemble, mais on a aussi tellement travaillé, depuis, je sais plus, 2-3 ans. On a un préparateur mental, Alexis Landais, avec qui, enfin, on détaille chaque mot de notre communication. Enfin, aujourd'hui, on pourrait sur le bateau, on pourrait ne pas se parler, on sait exactement quoi faire, même si la communication est la clé du 4-7, donc on parle tout le temps. Mais non, ce qui fait notre force avec Mathis, c'est qu'on a beaucoup de respect l'un pour l'autre, on s'entend extrêmement bien, on pourrait partir en vacances ensemble, en plus de se voir tous les jours et non, je pense que c'est ça qui fait aussi, qu'on a un duo fort, c'est qu'on se dit les choses assez vite. Il y a pas beaucoup de choses qui sont ressassées pendant des jours et des jours, et puis on a une vision commune de la perf et à la fois on est hyper complémentaires. On n'aime pas les mêmes choses sur l'eau, on est très différents, niveau caractère, mais ça matche bien c'est chouette. Et bah, justement, le caractère, alors qu'est-ce qui est si différent, entre vous mais qui fait que ça se complète bien? Je dirais que Mathis, c'est la force calme de l'équipage. Il est toujours hyper souriant, toujours hyper calme et tout. Moi, je peux un peu plus vite monter dans les tours, il y a des trucs qui vont m'énerver et je vais le dire et là-dessus, il m'apaise, pas mal et après je pense que Mathis, il est un peu moins branché compétition. C'est pas un truc, c'est pas ce qui l'anime le plus. Lui, il adore l'entraînement, il adore qu'on passe, des heures en salle de débrief, des heures à tester du matériel et tout ça. Alors que moi, enfin, moi, le truc qui m'anime le plus, l'entraînement, au bout d'un moment, ça va m'ennuyer, alors que la compète, c'est vraiment ce que j'aime, quoi. C'est ce que je lisais dans un article effectivement, Mathis qui disait: «J'ai fait 3 fois plus de compétitions qu'elle» et pourtant c'est effectivement elle qui est la grande compétitrice en tout cas qui est très animée par la compétition, de nous 2. Il dit: «Mais c'est super parce que ça porte l'équipage aussi». Il y a cette, Ouais, bah, ouais, ouais, bah, enfin, c'est sûr qu'il y a des jours où quand il faut avoir les crocs, ouais, j'essaye de lui dire que là, il faut qu'on s'active un peu plus. chez lui aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bienveillance, dans ce duo. Oui, énormément, énormément de bienveillance. Non, il y a beaucoup de bienveillance, en fait, c'est le fait qu'on soit très transparents l'un envers l'autre. On se dit dès qu'il y a quelque chose qui va pas, et puis on est aussi là pour donner le meilleur de nous-mêmes individuellement pour que notre duo marche. Donc on s'entraide beaucoup sur plein de domaines. Donc c'est vraiment chouette. Alors, c'est ce que tu disais en même temps que donc ces 1res années et ce premier mondial en 2021, il y a, effectivement, les études, à Lausanne. Après, il va y avoir les études à Dauphine, heu Ouais. et puis, en 2022, il y a l'EM, Lyon où tu es, toujours, d'ailleurs. Alors, faut je vous enjoins, chers amis, auditeurs et auditrices, d'aller voir un peu justement la formation de Lucie. On est quand même sur du high level d'école et de formation. Comment est-ce que, toi, tu arrives à combiner justement les 2? Ouais, bah, les études, c'était des choix très durs parce que la première année à HEC Lausanne, c'était sûr que ça le faisait pas parce qu'il y avait aucun aménagement possible et c'était un cursus dans lequel je m'étais lancée, en pensant ne pas faire de haut niveau, donc là-dessus, il y avait aucun doute qu'il fallait changer. Après, j'ai été prise, du coup à Paris Dauphine où il y avait un parcours, pour les sportifs de haut niveau, mais qui demandait quand même 2 jours de présentiel par semaine. Et en fait, au début, c'était le rêve, de l'université parisienne,
voilà, où j'étais trop heureuse, mais en fait, on se rend compte qu'on est quand même, on est quand même dans une grosse machine où c'est presque la fac et en fait, les profs sont pas toujours dispo pour être présents. Dès qu'on a 15 jours de compète, c'est compliqué et tout ça et il faut rattraper les cours dès qu'on n'est pas en présentiel. Donc en fait, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, mais c'était une charge mentale, vraiment, c'était dur, ouais. Et en fait, à Dauphine, s'est posé le problème que, les semaines de partiels, c'est les mêmes semaines de partiels que les gens qui sont à Dauphine, dans le cursus normal et quand il y a une compétition, bah, il y a pas de solution. Donc c'est arrivé une première année et puis c'est arrivé, en fin de L2, de deuxième année de licence et là j'ai fait: «Bon, bah, ça va pas le faire en fait». Enfin, ça l'aurait fait, mais on aurait fini, je sais pas, en 2030 quoi, puisqu'en fait les compétitions, bah, c'est sûr que mai c'est le mois de partiel, c'est souvent un mois de compétition aussi en vol donc c'était pas simple et du coup, j'ai fait le choix d'aller à l'EM Lyon, qui est un cursus absolument exceptionnel. Mickaël Romesi qui gère ce cursus, enfin c'est génial, c'est 100 adapté pour les sportifs. C'est en full distanciel et surtout tous les cours sont enregistrés, en replay. Si on peut avoir des tuteurs, sur chaque cours si on veut et puis les partiels, si on peut pas le faire à la date ou si juste on rentre de compétition épuisé et que le cerveau ne peut plus marcher, on peut repousser le partiel un petit peu. Donc non, c'est le jour et la nuit et là, j'ai découvert qu'en fait, Dauphine, c'était une grosse charge mentale. En fait, quand on est dans le truc, tous les jours, aller à l'entraînement, faire ses études, en fait, on se rend pas trop compte de la charge mentale parce que c'est le quotidien. Mais moi, quand je suis passée en études en distanciel, ça m'a changé la vie. Donc non, hyper contente à l'EM Lyon. C'est bientôt fini, l'année prochaine. Mais non, trop contente et bah, c'est sûr que c'est pas facile, tous les jours. Ça demande, énormément de rigueur. C'est ce que j'allais te demander, la rigueur extrême que ça doit demander évidemment. Ouais, c'est beaucoup, beaucoup de rigueur et de discipline, bah, moi, je me suis imposée de passer tous les partiels, à la première date fixée et au pire de le repousser si je suis en compétition, mais de pas repousser indéfiniment parce que sinon, en fait, ça peut s'étaler sur des années et non, c'est beaucoup de rigueur, c'est sûr. Après au fur et à mesure des années, je me connais de mieux en mieux. Je sais qu'en rentrant de compétition, il y a 3 jours où C'est pas la je peux c'est pas la peine, mon cerveau, il peut pas connecter, quoi. Donc voilà, mais non, c'est sûr qu'une journée au pôle quand c'est, une journée au pôle, c'est assez vite, 8:00, ouais 8:00-19:00, bah, de 20:00 à 22:30, je sais ce qui m'attend et je sais que les jours off, c'est pareil, en fait, un jour où il y a pas de voile, bah, pour le coup, c'est 7:30, 20:00 les cours, quoi. Mais on s'y fait. C'est aussi un équilibre de vie parce que ça me permet de travailler intellectuellement un peu différemment et c'est hyper stimulant. Enfin, je suis hyper heureuse de faire des études à côté. Justement, c'est ce que j'allais te demander. Comment est-ce que, l'un nourrit l'autre et vice versa? C'est-à-dire comment est-ce que ton parcours d'athlète de haut niveau se nourrit, de du parcours d'étudiante et comment le parcours d'étudiante, nourrit, l'athlète de haut niveau? Bah, c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui sont hyper liés parce qu'en fait, le parcours d'athlète de haut niveau, on voit surtout les résultats et on se dit qu'on s'entraîne beaucoup, mais en fait, c'est tellement plus, c'est un énorme projet. C'est un projet où on peut pas vivre sans nos partenaires, donc il faut chercher des partenaires, donc ça, c'est un boulot à temps plein, hein. Clairement, si je pouvais avoir quelqu'un qui me trouve des partenaires, ce serait top. Voilà, on Mais lance un non, appel. non, on m'appelle, ouais. Mais non, ça demande beaucoup de temps. Donc après, bah, mes études, c'est sûr que ça m'aide à bah, par exemple, c'est tout bête, hein, mais la comptabilité, ça m'aide à gérer mes comptes, enfin, il y a plein de trucs qui sont liés, franchement, en fait, je pense que le mes études m'aident beaucoup à structurer mon projet et mon projet m'aide beaucoup à mettre un sens plus concret à mes études. Donc c'est top. Tu as un objectif pour plus tard, justement, pour peut-être après la voile? Non, je sais pas trop. Je suis un peu perdue après, là, j'arrive au bout de quelque chose et c'est vrai que l'année prochaine, je sais pas trop, non, mais j'aimerais bien me faire soit un master un peu plus spécifique, soit complètement autre chose, je réfléchis peut-être à apprendre une langue à fond, faire autre chose, je sais pas trop.
Bon, en tout cas, si, là, c'est en train de se finir, en tout cas, cette partie-là à l'EM, Lyon, même si tout est, bien structuré et qu'il y a encore de la réflexion et c'est bien normal, hein, finalement, tu es encore toute jeune. En tout cas, il y a quelque chose qui est bien, défini, c'est ce que vous êtes, en train de construire avec, Mathis. Donc il y a 2021, on le disait, ce premier mondial, jeune où vous allez terminer, 3e, un peu contre Ouais. toute attente. C'est un peu toi qui nous l'as dit, soyons Ah non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça va malgré tout, déclencher puisque, c'est un secret pour personne, 2022, 2023, 2024, vous allez être champion du monde. Qu'est-ce que ce 2021 va déclencher chez vous pour qu'il y ait ces sacrés et inouïs résultats derrière? Bah, ça déclenche, beaucoup de choses. C'est vrai qu'énumérer comme ça a l'air facile, mais en vrai, tous les mondiaux ont été très différents et ils n'ont pas tous été faciles. Mais, Je voulais pas que ça qu'est-ce que paraisse ça facile, hein, c'était juste pour que ça paraisse dingue, pas facile. On va y revenir sur la difficulté, bien sûr. qu'est-ce que ça déclenche? Je pense que ça déclenche encore plus d'envie. C'était un moment où on avait besoin aussi, je pense qu'on avait vraiment besoin de cette performance pour lancer bien le projet. On avait besoin de financement de un en un. Après, on avait besoin de déménager, de se mettre sur un lieu d'entraînement avec un volume de navigation plus important et ensuite ça a déclenché l'envie de faire mieux au championnat d'après donc une fois qu'on avait atteint la 3e place, c'est sûr que l'année d'après, la seule envie, c'était de gagner. Comment il se prépare ce mondial de 2022? Comment est-ce que vous l'abordez? Vous êtes dans quel, vous y allez Le avec mondial junior ou senior? non, non, junior d'abord. Parce qu'effectivement, tu dis la première fois, bon, bah, ça faisait finalement pas si longtemps que ça qu'on faisait du 4-7, on n'attendait rien de particulier. Là, nécessairement, tu attends différemment. Ouais, on attend différemment. Je pense qu'on est vraiment arrivé pas très stressés. On n'avait pas l'impression de remettre quelque chose en jeu. On savait que la première fois, ça avait été exceptionnel, qu'on avait bien navigué et tout. Mais on savait aussi en fait, on avait tellement progressé entre 2021 et 2022 que qu'on était capable, en fait. Je pense qu'on est arrivé en se disant qu'on était capable. Après le mondial 2022, c'était sur un lac en Hongrie. Donc on savait que ça allait aussi être un plan d'eau, pas facile, assez shifty, avec pas beaucoup de vent et en fait, la différence entre les épreuves juniors et les épreuves seniors, c'est quand même qu'en junior, il y a un peu moins de monde, donc tout le monde a un peu plus de place pour jouer et du coup, il y a tout le temps des surprises aux mondiaux juniors. Donc on peut pas c'est dur d'arriver avec la conviction de gagner. Mais non, c'est sûr que la conviction a été là, mais après, c'était en fait, ce qui était super beau sur ce mondial, c'est que ça s'est joué sur la medal race. Donc je pense que ça a rajouté un enjeu, supplémentaire. On a fait une super belle semaine, les Autrichiens aussi et c'est vrai qu'on s'est pas fait dépasser par la pression et alors que les Autrichiens, ils y arrivaient pas du tout. Il y avait que 5 nœuds, ils ont dessalé, ils tremblaient, enfin c'était donc non, c'était vraiment une chouette victoire. C'était vraiment une très belle victoire 2022. Tu peux nous remettre avec vous, ce jour-là justement, ce matin-là ou cet après-midi-là, c'est Jean-Philippe Boutgour, votre, coach qui vous accompagne? Ouais, Je suis en train d'imaginer, la scène, tu vois, les bateaux prêts qui se préparent pour la medal race, vous qui êtes encore, accolés au Zodiac peut-être de Jean-Philippe. C'est quoi les derniers mots que vous vous dites? Et puis, vous êtes dans quel état au moment où justement vous allez vous rendre sur cette, ligne de départ de la medal race où tout peut se jouer? ouais, bah, oui, à ce moment-là, c'était Philippe Boutgour qui nous entraînait, enfin qui nous entraîne toujours d'ailleurs. Vous entraîne toujours d'ailleurs. Et en fait, je saurais pas trop dire parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de comment ça s'est passé le matin et tout. Moi, je me souviens que la medal race, j'étais stressée, je perdais un peu mes moyens et tout, alors que Mathis était super calme et il arrêtait pas de me dire: «Non mais moi la medal race, c'est ce que je préfère, c'est limite du match race, enfin vraiment c'est vraiment un jeu qui» enfin il prend ça vraiment comme un jeu et c'est une partie de la régate qu'il aime beaucoup. Du coup, je me suis assez reposée sur lui et en fait, ça s'est déroulé de A à Z, super bien, mais en fait, ce qui était le plus ouf, c'était l'émotion en passant la ligne, quoi. Passer la ligne et on se dit: «Mais là, on est champion du monde, quoi». C'est ouf. Franchement, c'était un truc de malade et puis
et puis il y avait Philippe qui était là aussi, qui était trop heureux. Enfin, c'était vraiment, c'était fou. Franchement, celui-là, c'était vraiment fou. Ça a pleuré dans tous les sens? Ouais, ça a pleuré. Mais même le dernier, ça a pleuré, ça pleure souvent. La victoire est toujours belle, hein, donc non, non, ça a pleuré. Vous vous êtes dit quoi tous les 3 et tous les 2 surtout? Bah, je crois que tous les 2, pour moi, le premier truc qu'on s'est dit, c'est vraiment, «On est champion du monde, on l'a fait», quoi. Après tous les 3, je pense qu'on a mis un peu de temps à réaliser le truc quand même. Parce qu'on est rentrés à Marseille et tout, après on s'est entraînés sur Marseille et on a fait: «En fait, là, on l'a fait, quoi. Là, on est les meilleurs juniors de l'année, quoi». Et non, c'était franchement les é en fait, c'est indescriptible comme émotion parce que c'est tellement de joie qui concrétise, tellement d'entraînements compliqués, durs et de et aussi de bons moments. En fait, c'est je sais pas, c'est indescriptible, c'est trop d'émotions d'un coup. Alors cette année-là, vous allez faire un truc un peu dingue aussi, c'est que, vous allez disputer le mondial des grands, le mondial senior. Alors d'abord, avant qu'on parle du résultat et de ce que ça va procurer aussi comme émotion, hem, c'est quoi l'idée d'aller se frotter à cette cour-là, en fait? Bah, j enfin, en fait, il y avait pas trop d'idées parce que nous, on nous attendait qu'en junior. Mais c'est vrai que la fédération et Philippe nous donnaient l'opportunité de se confronter aux seniors. Mais du coup, il y a pas aucun il y a pas aucun objectif parce qu'on freine jamais la performance, même en senior. Si il faut performer partout où on peut et prendre de l'expérience, autant qu'on peut. Mais c'est vrai qu'on est arrivé à ce mondial, nous, c'était la première fois qu'on allait charger des containers pour aller en Israël, en plus, enfin là-bas, c'était un championnat différent parce qu'on était au milieu d'un kibboutz, tout le monde dormait dans le même hôtel, au petit-déj, on était avec tous nos concurrents, enfin, l'ambiance était trop sympa, quoi. Et le plan d'eau génial, plan d'eau de ouf, on était en novembre, il faisait 30°, enfin, c'était trop sympa, quoi. Donc vraiment aucune pression, en plus, c'était la première épreuve de Camille et Jérémy où ils revenaient. Il y avait Hippo Aloïse, enfin, en fait, il y avait des seniors qui étaient tellement favoris par rapport à nous que ouais, non, nous, on voulait juste faire la meilleure régate possible, mais je me souviens même pas si on s'était mis un objectif de medal race, je pense même pas. Je pense qu'il y avait vraiment aucun objectif, chiffré sur ce championnat. Et puis au final et puis au Puis au final, final, 4e place, quoi. ouais, c'était fou, c'était complètement fou. En fait, c'est vraiment un championnat où tout s'est aligné, quoi. C'est-à-dire que tous les départs, enfin dans mes souvenirs, tous les départs étaient superviseurs, mais nous on savait pas prendre un départ viseur. Donc fallait tout le temps aller au fond à gauche, mais nous on était toutes seules au comité, donc on était tout seuls au comité, on faisait notre petit bout de chemin, à droite, puis on passait en tête. Et puis bon, bah, après, on perd 2-3 places au portant parce qu'on n'avait pas encore le niveau de tenir les cadors. Mais on se retrouve, je sais pas si c'est le 3 ou 4e jour avec un maillot le matin. On était en mode: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Ouais, on était, je sais pas, on planait un peu, on était en mode: «Mais à quel moment on va s'arrêter?» Parce que juste le championnat est parfait, peu importe ce qu'on fait, ça marche. Donc non, championnat de ouf et c'est vrai que quand on est arrivé en medal race, avec un maillot, on était en mode: «Bon, bah, alors là, avec un maillot et en plus on était en mode: "Bah, là, on peut encore aller chercher, la 2e place, c'est fou, quoi." Et voilà, après on finit au pied du podium, on pouvait pas être déçus ce jour-là. Franchement, on pouvait pas être déçus. Qu'est-ce qui change, fondamentalement entre, justement, junior et senior? Ah bah, ça n'a rien à voir. Je dirais qu'en senior, les gens vont 2 fois plus vite. En fait, en junior, si la différence, c'est qu'en senior, les gens font pas d'erreurs. En junior, même si tu navigues pas très bien, les gens vont faire des erreurs, donc tu peux te retrouver pas trop mal à la bourre, hein. Alors qu'en senior, tout le monde navigue super bien, tout le monde va aller plus ou moins du bon côté. Donc, la différence, ça va être sur des tout petits coups tactiques et en vitesse. Sachant que nous, on avait une vitesse correcte, mais on n'était pas dans les plus rapides non plus. Donc, et la différence, c'est qu'en senior, les flottes sont beaucoup, beaucoup plus denses. C'est vraiment, à la bout au vent, je sais pas, en moins de 30 secondes, tout le monde a passé à bout au vent, quoi. Alors qu'en junior, les gens ont plus d'espace, plus de liberté, donc ils peuvent, jouer des plus grands coups. Donc ça laisse l'opportunité à tout le monde de pouvoir jouer devant, alors qu'en senior, ouais, on a ramassé aussi. Pas à ce championnat-là, mais on a ramassé aussi.
Donc non, je dirais que l'intensité est super différente. Après cette année 2022, quand même assez grandiose, où en plus de l'être, élu, espoir de l'année, hein, si je me Ouais, souviens bien, sur la scène de l'Olympia, c'est ça. justement. Jean-Philippe sera élu, coach d'ailleurs, hein, je crois de Ouais, la Philippe, Philippe, pardon, Philippe. oui, Philippe, pardon, sera élu, coach, de l'année. Il va y avoir 2023 et 2024 et là, pour le coup, vous êtes quand même les favoris, vous êtes quand même attendus. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez apprendre à gérer? En fait, après 2022, on est hyper attendu en junior toujours, mais en senior, peut-être que les autres nations nous attendent plus, mais la fédération nous attend pas plus. On a eu une longue discussion en rentrant du mondial 2022 avec, Philippe Mourniac. Il nous a dit, c'était une discussion un peu dure à ce moment-là, mais qui était très juste. Il nous a dit, «Aujourd'hui, vous êtes 4e et c'est pas votre place mondiale. Aujourd'hui, vous en êtes là, c'est une performance exceptionnelle, mais c'est pas votre place, donc il va falloir travailler parce que vous savez, l'année prochaine, vous serez pas 4e. C'est une performance exceptionnelle, c'est pas votre ranking mondial». Sur le moment, c'était un peu dur à digérer, mais c'était vrai et il avait raison et je pense que ça derrière, on a eu un hiver super dur. On a eu beaucoup de mal à il y a pas grand chose qui allait pendant l'hiver, je pense que c'était aussi un peu le contre-coup de la saison exceptionnelle, mais vraiment hiver dur derrière, à l'entraînement et le retour à la compétition, bon ça a été, hein, mais c'est sûr qu'on savait que 4e, on pouvait pas espérer, faire, un top 5 au mondial d'après, quoi. On n'avait pas les capacités de le faire. C'était vraiment, c'était une occasion et on a performé à ce moment-là, mais du coup, l'année d'après, il y a eu un mondial junior, je sais même plus où. En Lituanie. Ah oui, en Lituanie. Ah si, c'était marrant. C'était marrant parce que c'était bien perdu la Lituanie. Non, la Lituanie pour le coup, je dirais que c'est le mondial junior qui a été le plus facile. Une semaine, maîtrisée de A à Z, où on avait la vitesse, on avait les bons coups tactiques et franchement, c'était pas une semaine, dure. C'était une semaine facile. D'être capable d'aller chercher un troisième titre, consécutif en junior, titre de champion du monde, je le rappelle, hein, en 2024, donc ce sera en Turquie cette fois-là. Hem, Ça dit quoi de votre, duo? Puis ça dit quoi de toi? Tu t'es sentie une régatière, différente à quel point à l'issue de ce troisième titre consécutif, chez les juniors? Je sais pas, moi j'ai pas très bien vécu ce troisième titre, chez les juniors. C'était un mondial super dur, c'était en Turquie, on est arrivé la veille de l'épreuve parce que, bah, juste avant on s'entraînait avec Camille et Jérémy, sur la phase finale, de préparation pour les Jeux et en fait, ce qui a été très dur, c'est de se retrouver en compétition avec les 2 autres Français. De vraiment, jouer le podium à 3 sur un plan d'eau hyper, incertain. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, en fait, moi, c'est pas une épreuve que j'ai appréciée du tout. Donc bah, pareil, à la fin, il y a eu énormément d'émotions parce que, bah, avant la medal race, on était, 4e ou 3 4e ou 3e, mais avec, plus de 15 points avec la première place. Enfin, en fait, les planètes se sont alignées sur la medal race, mais en fait, j'y croyais tellement peu avant la medal race que ça a été énormément d'émotions après, mais ça reste pas un super souvenir, ce dernier titre en junior. C'était très dur de se retrouver face à nos partenaires d'entraînement et d'être vraiment enfin, de se battre contre eux, c'était pas facile, ouais. Mais d'y arriver malgré tout, ça dit quoi de la compétitrice que tu es, en fait, de cette capacité à switcher en mode compète, quand il faut? Ouais, bah, je pense que enfin, c'était une période, de l'année où on était complètement rincés avec Mathis. On on avait enchaîné, tout le planning junior en plus du planning avec Camille et Jérémy. Enfin, en fait, c'était du 24 sur 24, on était complètement cramés et je pense que ce qui a fait cette performance, c'est qu'on est restés très unis et parce que c'est un moment où on aurait pu ouais, on aurait pu être chacun dans notre bulle et pas réussir à se mettre ensemble dans la compétition et je pense qu'on est restés très unis dans la difficulté et c'est ça qui a fait qu'on a réussi, ce titre, dans la difficulté, mais c'était encore plus beau du coup, de l'accomplir. Qu'est-ce qui fait votre force à tous les 2 aujourd'hui? Je sais pas, c'est hyper dur comme question. Bah, je pense que notre force,
notre première force, c'est notre amitié et notre lien hyper solide entre nous et après, je pense qu'on est 2 gros travailleurs et qu'on met tout en place pour que ça performe, en tout cas. Tu, parlais de cette année 2024 où, effectivement, Camille Lecointre et Jérémy Mignon vont être sélectionnés pour aller disputer les Jeux de Paris, à Marseille. Vous serez leurs, partenaires d'entraînement. Qu'est-ce que toi, personnellement, toi Lucie et toi Lucie la compétitrice, qu'est-ce que tu, engranges de cette expérience, là, d'être, partenaire d'entraînement pour des Jeux olympiques? Qu'est-ce qui était fou peut-être? Bah, tout était fou, déjà c'était un pas de plus vers les Jeux. C'est le rêve qui se rapproche, doucement, on a été de plus en plus dans l'ambiance des Jeux et les je sais pas combien de temps, ça fait que 3-4 mois peut-être? Entre mars et juillet, ça a été nos meilleurs mois d'entraînement. C'était génial. Camille et Jérémy, en fait, ils nous ont énormément apporté et je pense qu'on s'est beaucoup apporté enfin, on leur a apporté aussi. C'est qu'on a été tellement transparents. En fait, on était là pour eux, mais en étant là pour eux, ils nous ont tellement donné Puis ils sont que très dans le partage tous les 2, hein? oui, carrément. Mais enfin, on a tout appris d'eux. C'est-à-dire qu'on passait des débriefs entiers à se questionner, on tournait sur les bateaux, enfin on s'est questionné aussi sur du matériel, enfin c'était vraiment génial. C'était vraiment une expérience, exceptionnelle et je pense qu'il va beaucoup nous apporter pour la suite parce qu'on a quand même vécu jusqu'au je sais plus comment c'est les jeux, peut-être le 15 juillet, mais on a fait jusqu'au 5 juillet avec eux et c'était, à la fin, on était en effectif réduit, enfin on avait l'impression d'arriver dans le truc, quoi. C'était génial. C'était trop bien. Est-ce que tu as, est-ce que tu as des modèles, des idoles? Bah, eux, ça pourrait être mes idoles, hein. Franchement, Camille et Jérémy, ce sont tellement des personnes, tellement ouvertes, tellement gentilles, qui sont là et qui donnent toute leur expérience comme ça, qui partagent tout. Non, je sais pas, j'ai pas de modèle, mais c'est vrai qu'eux, c'est les stars du 4-7 et c'est un peu nos idoles en 4-7 aussi, quoi. Ah ouais, parce qu'on peut être star et parfaitement désagréable, hein, donc mais Et eux, oui, mais eux, c'est pas le cas. et eux, c'est des stars hyper agréables. C'est trop la classe. Et non et même là, c'est trop cool. On a eu Camille qui nous a entraînés, un peu en début d'année, des week-ends. Moi, j'espère que on aura l'occasion aussi de le voir un peu avec nous. Enfin, c'est trop bien. Non, franchement, ils sont top. Quand tu vois une Camille Lecointre justement, double médaillée aux Jeux, de bronze, elle t'inspire quoi cette femme, cette Ah athlète? bah, déjà, elle fait rêver et puis après, quand on apprend à la connaître un peu plus personnellement, enfin, c'est des années de travail. Enfin, c'est ouf le travail qu'il y a derrière chaque médaille. Je pense il a été très différent sur toutes les PO, mais c'est une immense championne Camille, autant dans sa tête, quand on discute un peu, tactiquement, ou même de son projet en général que humainement quoi. C'est une immense championne. Alors tu le disais, Camille et Jérémy, sont passés à autre chose. Donc soyons clairs, hein, maintenant, faut assumer, la les têtes d'affiche français, en tout cas, à ce jour-là, hein, Ouais, bah, c'est vous 2. Heu, ouais. c'est Mathis Paco et Lucie Eugène. Alors c'est avec toi qu'on est, Lucie, hein, donc c'est à toi de poser la question. Comment ça se gère et comment ça s'assume, ce statut-là? Bah, c'est marrant parce que tout le monde nous a dit, «Ouais, vous allez avoir un autre statut, ça va être différent et tout», mais en fait, bah, ça se gère hyper bien parce que, bah, on est passé numéro un français, mais en fait, c'est pas qu'on s'en fiche, mais un peu en fait, la hiérarchie française, nous, ça nous importe peu. Même si on était 3e français, enfin nous, aujourd'hui, on a un rêve et un objectif, c'est la médaille aux Jeux de Los Angeles et c'est vrai que, bah, en fait, le classement français, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est on veut être 1er mondial, en fait, après, si le 1er français, il est 10e enfin, en fait, si on est 1er français mais 15e mondial, ça n'a aucun intérêt. Donc non, aujourd'hui, le statut de 1er français, il est
En fait, il y a pas enfin, il est pas dur à gérer parce qu'on se met pas du tout la pression là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher, le plus haut dans le ranking mondial. D'accord. Voilà. Il faut voir le sourire de Lucie, c'est parfait. Alors ce mondial-là dont vous revenez, qui s'est terminé avec la 6e place. Alors même si effectivement, on l'a dit, hein, vous aviez effectivement déjà disputé des mondiaux, seniors, malgré tout, là, on sent que la marche est différente et haute comment? Et différente à quel point? Et qu'est-ce qui te motive là, encore plus aujourd'hui? Ouais, bah, c'est sûr que la marche est différente. On sait qu'il y a quand même quelques équipages qui ont arrêté depuis les Jeux. On est sur un début d'olympiade, je dirais que depuis le début de la saison quand même, ça monte en puissance. Mais pas qu'en France, hein. Partout, les gens sont arrivés aux championnats du monde, on sentait qu'on était passé dans une autre dimension. Après nous, on a fait le choix de faire un gros break après les Jeux, de septembre à janvier. Parce que moi, j'avais besoin de faire mon stage de fin d'études, Mathis était sur la coupe jeune, enfin, on avait besoin de faire chacun un peu autre chose. Tu l'as fait où ton stage de fin d'études? À Paris, dans une boîte d'événementiel, D'accord. à Global Sports Suite, ça s'appelle. C'était trop bien. Mais la réalité est encore mieux de refaire du bateau et du coup, en fait, on savait qu'en commençant la saison mi-janvier, on était déjà en retard par rapport à des équipages qui avaient repris, à l'automne. Donc on a été assez à l'essentiel sur la préparation hivernale, voilà et puis, chaque régate nous a permis de monter un peu en puissance. Mais comme, depuis enfin les 2 premières coupes du monde et championnats d'Europe, bah, déjà les 2 premières coupes du monde de l'année nous ont directement mis dans le top 10. On savait qu'il y avait plus d'objectif de rentrer en medal race. Les objectifs, ils étaient au-dessus, c'était vraiment d'aller plutôt accrocher le podium et c'est vrai que je pense que ce premier podium senior, aux championnats d'Europe, ça a été un petit déclic. Ça a été, maintenant on est capable de jouer devant en senior et du coup, je pense que ce championnat du monde, c'est sûr qu'il y avait un objectif, enfin sur le papier, on nous demandait un top 6. Bah, c'est sûr que nous, on aurait aimé le top 3. Voilà, après faire, rester dans le top 5 toute la semaine, c'était déjà pas mal et puis bon, on perd un peu le podium la dernière journée dans des conditions où il y avait un petit peu moins de vent et on a un petit trou dans la raquette, dans ce range de vent où on va un petit peu moins vite. Mais heu, mais c'est comme ça et très heureux de finir quand même en top 6 et puis ça nous en fait, je pense qu'on a passé un cap aussi dans nos têtes où on se dit que là, on est vraiment capable de jouer devant et voilà et puis ça nous a ouvert, pas mal de pistes de travail pour l'hiver. Donc c'est aussi chouette, on sait quoi bosser, comment le bosser et on sait que, ouais, à la rentrée 2026, on peut directement aller jouer devant. Oui, parce qu'effectivement, tu l'as évoqué, j'ai oublié de le dire, c'est qu'avant ce mondial, vous avez terminé 6e. Il y a eu cette première médaille effectivement, internationale en senior avec cette 3e place au championnat d'Europe qui était en Croatie, à Split, hein, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ça a été je pense que ça a été le gros déclic. Enfin, c'est le déclic non, parce que l'envie de faire un top 3 et tout mettre en place pour, est présente depuis un moment. Mais là, de passer en mode, on l'a fait et on peut le refaire, c'est un petit déclic mental, assez intéressant, en tout cas personnellement et puis, en fait, ce qui était le plus beau après cette 3e place européenne, c'était presque, de voir toute la flotte internationale qui est venue vers nous et nous a dit, enfin: «On est trop contents pour vous, enfin, quoi». Parce que c'est vrai qu'on avait fait 4 en 2022, on avait fait 4 à l'européen en 2023. On faisait beaucoup de 4e place en senior et là, c'était vraiment trop cool. D'avoir aussi la reconnaissance de vos pairs quoi et des grands. Ouais, ouais, non, c'était chouette. C'était vraiment chouette. C'était un beau moment. Lucie, comment est-ce que tu gères, les moments de doute, les moments de fatigue? Comment est-ce que, ces 2 trucs-là, qui sont forcément, un peu là dans une vie d'athlète de haut niveau et qui plus est, étudiant, en parallèle, comment est-ce que tu arrives à gérer ces moments-là? Je dirais que c'est pas simple, les moments de fatigue, je pense que je me connais de mieux en mieux et je sais de plus en plus les accepter, en fait.
Me dire que je peux pas faire autrement que de passer par 2 jours de fatigue extrême. Il faut juste, en fait, que j'accepte qu'il y a 2 jours où les 2 jours en rentrant du championnat, bah, je peux rien faire, je fais rien. Malheureusement, c'est 2 jours qui ne servent à rien et je peux pas lutter contre ça. Après la gestion de la fatigue, bah, je pense qu'elle se gère aussi, bah, avec Philippe au quotidien, avec, la charge, de travail, la charge d'entraînement. Elle se gère aussi, bah, toute la partie prépa physique et après, bah, il y a le staff médical qui encadre tout ça, mais il y a tout ce côté-là et puis après il y a aussi, bah, un peu notre trio avec Mathis et Philippe. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de limites. En fait, tant que le staff médical va pas mettre un stop, on va avoir du mal à se mettre le stop et c'est vrai que des fois il faut prendre un peu de recul là-dessus et se dire: «Bon, bah, là, l'objectif, c'est quand même d'arriver frais à la compétition, donc il faut qu'on calme un peu le volume et qu'on s'oblige à se reposer un peu». Et après, je pense aussi qu'on est en fait, on se connaît tellement bien que enfin, moi, je sais que j'ai aucun scrupule à arriver un matin et dire à Mathis: «Bah, là, je suis juste éclatée», et à ce moment-là, bah, en général, on va quand même s'entraîner, mais soit on ira s'entraîner moins, soit je sais que Mathis sera juste un peu moins exigeant ce jour-là. En fait, c'est une balance, ouais, il faut réussir à gérer. On sait qu'on a besoin d'être, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on se connaît assez bien pour pouvoir rebooster l'autre et réussir à au final, on trouve toujours de l'énergie. Enfin, même quand il y en a plus, enfin, je sais on connaît les phrases clés pour remotiver l'autre et on arrivera toujours à trouver le peu d'énergie qui nous reste, pour être bon le jour J. Mais c'est vrai que la gestion de la fatigue, c'est pas simple dans la saison. Mais je pense qu'au fur et à mesure des saisons, on apprend nos erreurs. On a fait des hivers où on s'est tellement entraîné, bah, qu'à Palma, on était cramés et on s'est cassé la gueule et puis, bah, l'hiver d'après, on essaie de pas refaire la même erreur Et et je pense le doute, qu'on ça fait partie des choses, qui peuvent s'immiscer chez toi? ouais, le doute s'immisce de temps en temps. De temps en temps, bah, en général, le doute arrive avec vient quand la fatigue est là aussi, ou on n'arrive plus à forcément à trouver du sens à ce qu'on fait. Mais le doute, oh non, en réalité, le doute repart assez vite. Parce qu'il y a tellement de kiff sur l'eau que le doute repart assez vite et non, je pense que le doute, j'ai envie de dire, tant que ça performe, le doute est pas trop là et pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de contre-performances, donc on a plutôt de la chance, donc il y a pas beaucoup de doutes. Il y a La ligne est ouais, la ligne est assez tracée et on sait comment faire pour, continuer à progresser, donc pas beaucoup de doutes. Tu dis, il y a tellement de kiff sur l'eau. C'est quoi ton kiff à toi sur l'eau? Bah, franchement, moi, les nappes que je préfère, je pense, c'est en fait, quand on fait des semaines et des semaines d'entraînement, c'est de me dire: «Bon, bah, là, il est 18:00, il y a pas de coach, il y a pas de contrainte. Viens Mathis, on prend le 4-7 et on va se faire 2 heures, juste on va faire que du largue, on va à fond et puis juste on se régale dans les vagues». Et il faut aussi savoir sortir un peu de l'entraînement et de parce que avant chaque entraînement, on se met des objectifs. Après entraînement, on se dit: «OK, l'objectif est atteint, pas atteint, qu'est-ce qu'il faut?» Et juste des fois de déconnecter, d'aller juste faire du 4-7 comme, bah, comme n'importe qui sur la plage qui irait faire un tour de bateau, quoi, ça c'est des moments, précieux aussi, où faut quand même qu'on se rappelle de temps en temps qu'on fait surtout ça, bah, justement pour prendre beaucoup de plaisir. Comment vous vous répartissez, vos rôles, à bord? Bon, évidemment, hein, barreur équipière, on est bien d'accord, mais comment vous alors parler, tu nous as dit, hein, tout à l'heure que vous aviez pas forcément plus besoin de beaucoup vous parler finalement, mais comment vous, répartissez les rôles? Je pense à la tactique par exemple, enfin comment ça marche entre vous? Ouais et bah, la tactique, c'est en train d'évoluer. Mathis faisait beaucoup la tactique avant parce que juste, enfin, par le fait qu'il a beaucoup plus d'expérience que moi en compétition et là, depuis le début de saison, moi, je commence à faire beaucoup la tactique au pré, ce qui est cool parce que ça me donne, un rôle plus important dans la manche, ça me responsabilise sur plein de trucs et ça me permet aussi de me tromper pour, rebondir derrière donc c'est super cool donc je fais de plus en plus la tactique au pré, mais dans tous les cas, on prendra toujours la décision à 2. C'est vrai qu'on en fait, on ouais, je dirais qu'au pré, on prend toutes les décisions à 2. Bon, dans tous les cas, c'est Mathis qui poussera la barre, hein. Ça, ça, je peux pas lutter, hein. Et après,
et non et après au Portant, c'est Mathis qui prend toutes les décisions parce que de toute façon, le rôle de l'équipier au Portant, c'est de gérer le ski et lui, il voit ce qui se passe autour. Mais en fait, dans la réalité, tout se fait à 2 parce que on parle de sensations, on parle de tactique, de positionnement, tout se fait ensemble. De toute façon, si on n'est pas connecté pendant la manche, en général, ça se passe pas très bien. J'aime bien parce qu'en fait, tu dis très rarement, depuis le début de l'interview, depuis le début de notre, échange, tu dis très rarement «je», en fait, tu dis souvent «on», hein. Bah Heu, oui, parce qu'on est vraiment ensemble dans le sur le bateau. il y a besoin, de temps en temps de vous déconnecter justement pour mieux vous retrouver? Ah oui, 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 il y a besoin. Ouais, il y a vraiment besoin. Bah, on passe quand même plus de 250 jours par an ensemble et non, il y a besoin. Il y a clairement on a besoin d'avoir un peu chacun nos cercles aussi et je pense on se connaît assez bien aussi pour savoir, quand l'autre, il en peut plus et il faut le décharger. Enfin, en fait, sur le projet, on est assez, Mathis a un peu plus de temps libre que moi parce qu'il fait pas d'études en ce moment donc c'est vrai que des fois je lui dis: «Bah, là je peux pas gérer ça donc prends le truc» et là-dessus il est hyper cool, ou alors, même quand il bosse, quand il fait autre chose et qu'il me dit: «Bah, là je peux pas» et en fait on se répartit les tâches comme ça et c'est vrai qu'on est assez à l'écoute l'un de l'autre donc au moins il y a personne qui explose en vol, quoi. Bon, l'objectif alors je vais dire les objectifs plutôt parce que l'objectif le plus proche, ça va être, alors déjà côté études, 2026, Ouais, l'obtention du diplôme, hein, ça ce serait quand même, super bien. ça c'est l'objectif facile. OK, c'est l'objectif facile. C'est pas moi qui le dis et puis, bien sûr, l'objectif, sportif et à plus long terme, c'est 2028, les Jeux de Los Angeles. Alors il faut se qualifier, Bon, bien bien sûr. sûr et puis Ouais, une fois qu'on est qualifié, il faut aller, performer. Tout à l'heure, tu as parlé de rêve quand tu as évoqué les Jeux olympiques. Quand tu repenses à toi, à 12 ans, à Lausanne, sur ton petit bateau à aller, naviguer parce que, bah, ça se présentait là et que tu te dis et tout en te disant dans la tête: «C'est important de faire des études» et puis mes parents aussi voulaient que je fasse des études et cetera et qu'aujourd'hui, bah, finalement les études, c'est la partie facile et qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est les JO de Los Angeles. Tu te dis qu'en si peu de temps, le parcours, a été comment? bah, le parcours a été ouf, hein. Bah, non, le parcours a été ouf, franchement Non, ça a mais à été Lausanne, tu vois, tu y pensais déjà aux Jeux olympiques, par ah exemple? non, mais pas du tout, mais pas du tout. C'est marrant parce que non, pas du tout. En fait, le haut niveau, j'y pensais pas du tout. C'est que pour moi, c'était l'élite, des athlètes dans chaque sport, et puis, bah, si les Jeux olympiques, je regardais parce que j'ai toujours adoré le sport mais jamais y participer, ça a jamais été même je peux pas dire que ça a été un rêve parce que ça a jamais été un objectif avant de faire Tu as du jamais osé rêver? non, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est un rêve et un objectif, mais avant tout un rêve et la route est encore longue, à la fois très longue et à la fois très courte, parce que 2028 ça arrive très vite. Donc non, les prochaines étapes, bah, on a un mondial l'année prochaine, au Japon déjà et après on aura un mondial de nouveau à Gdynia, là où on était la semaine dernière, qui sera le 1er mondial, de sélection des nations. Donc c'est sûr que l'objectif en un, ça va être, de sélectionner, la France pour les Jeux et puis après on pourra parler de qui est premier français avec la sélection en interne de qui va aux Jeux. Tes parents, tes frères et sœurs, ils voient ça comment, justement ton parcours et puis, bah, l'idée qu'aujourd'hui, c'est les JO qui sont en ligne de mire? Parce que tu Bah, ils disais, sont on en a un petit peu parlé au début où tu disais: «Bah, au début, c'était un peu chaud parce que, ils disaient quand même les études ouais, avant tout, hein». Heu et aujourd'hui? maintenant ils sont à fond, ils sont carrément à fond. Non, ils sont carrément à fond, bah, c'est trop cool parce que, bah, au dernier mondial junior, il y a mon frère qui est venu, j'ai eu mon papa au championnat d'Europe l'année dernière, non franchement ils sont à fond. Ils sont à fond et c'est assez marrant parce que, par exemple, mon papa, il est incapable de suivre les trackers, ça le stresse, c'est une source de stress hyper importante et ma maman, elle regarde tout en live, non, ils sont à fond. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, les semaines à venir, Lucie? Allez, je fais les semaines, tu as vu, je suis sympa, je Bah, les semaines, déjà, on repart dans 2 jours, à Kiel pour la dernière coupe du monde de l'année la fameuse Kilovo. et exactement, donc ça va être chouette et après, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter?
Pas grand-chose, hein, que tout continue, comme ça, hein. Franchement, tout va au mieux. Toujours prendre autant de plaisir et de passer, non, de passer un hiver un peu plus chaud que le début de printemps qu'on a eu, ça c'est ce qu'on peut me souhaiter. Merci beaucoup, Lucie, d'avoir été, l'invitée de Navigante. Tu vois, on avait dit 40 minutes, bah, finalement, on en a parlé un petit peu plus longtemps, mais c'était super de t'entendre et de partager ce moment-là avec toi. On va te souhaiter tout un tas de bonnes choses évidemment pour, les mois à venir et puis, pour dans 3 ans aussi évidemment. On va suivre ça avec, beaucoup d'attention et puis à très bientôt. Merci beaucoup Hélène. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante, produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17 h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipenshaft.com. À bientôt.